Chez les mammifères, le lait constitue l'alimentation des nourrissons. Une nourriture parfaite pour apporter tous les éléments nutritifs nécessaires à un bon développement. Le problème se pose lorsque l'adulte continue à se nourrir comme s'il était dépendant des bienfaits du lait maternel. En grandissant, les besoins changent, le système digestif se modifie et ce qui était bon pour nous ne l'est plus forcément. Hormis l'être humain, connaissez-vous beaucoup d'animaux sevrés qui persistent à téter leur mère? Alors certes, le lait a des qualités gustatives indéniables, il est associé au plaisir, à la douceur de l'enfance, au réconfort. Mais au vu des désagréments qu'il fait subir à notre organisme, en consommer tous les jours est une hérésie. Sur le banc des accusés, 3 malfaiteurs coupables de mettre un sacré bazar dans notre système digestif et immunitaire. Accusé numéro 1, levez-vous. Bien connu de ceux qui souffrent de maux de ventre ou de nausées après avoir bu un verre de lait, le lactose n'est autre que le sucre du lait. Pour le digérer, notre intestin grêle produit de la lactase, une enzyme qui fragmente le lactose en sucre simple facilement assimilable, glucose et galactose. Or, la production de lactase, très présente chez les nourrissons, diminue avec l'âge. Seulement 25% des adultes produisent suffisamment de lactase pour continuer à bien digérer le lait, et ce jusqu'à 1/4 de litre par jour maximum. Pour les 75% restants, on parle d'intolérance au lactose. Mieux vaut alors consommer le lait caillé, sous forme solide comme dans les yaourts et les fromages. Autre alternative, le kéfir qui, grâce à la fermentation, réduit la teneur en lactose du lait. Accusé numéro 2, à la barre. Le lait de vache contient plus de 30 protéines, toutes potentiellement allergisantes. Parmi elles, la caséine. On en retrouve environ 30 gl dans le lait de vache et 9 gl dans le lait maternel. Chez l'enfant, l'allergie aux protéines de lait de vache est la première à apparaître. En termes de volume, c'est la 4e allergie alimentaire chez l'enfant, derrière l'œuf, l'arachide et le poisson. Elle touche environ 7,5% de nos chères têtes blondes. Problème, des biscuits aux sauces toutes prêtes en passant par les charcuteries industrielles, la caséine est loin de se faire rare. Plus surprenant, elle est aussi utilisée pour fabriquer des cols,
des adhésifs et des matières plastiques. Voilà qui aurait peut-être pu nous mettre la puce à l'oreille. Vous noterez qu'en plus de son potentiel allergisant, la caséine augmente considérablement les pathologies inflammatoires et favorise l'acidose tissulaire. Accusé numéro 3, présentez-vous. Les hormones de croissance sont des molécules produites chez l'être humain et de nombreuses espèces animales. Le lait maternel contient par exemple cet facteur de croissance essentiellement destiné au système neuronal. Le lait de vache en contient 3 qui aident à la croissance du veau. Un an après sa naissance, le petit veau passe ainsi de 5 kg à environ 350 kg. De quoi éveiller la méfiance. Sur ce sujet, la communauté scientifique se déchire. Certains affirment que ces facteurs favorisent l'apparition de cancers, d'autres crient le contraire. Ici une étude de Lance de 2012 affirme que des associations positives ont été observées entre la concentration sanguine des IGF, et le risque de cancer de la prostate, de cancer du sein et de cancer colorectal. C'est pour tempérer un peu plus loin, l'IGF favorise la prolifération cellulaire, quel que soit le type de cellule. Il existe donc une plausibilité biologique sous-jacente aux associations observées entre la concentration sanguine des IGF, et le risque de certains cancers. Ce facteur ne peut toutefois pas être incriminé de façon isolée dans la survenue d'un cancer, dont l'origine est multifactorielle, avec des déterminants génétiques, physiologiques, comme le sexe, l'âge, le statut hormonal, comportementaux, comme le tabagisme, l'alimentation, ou encore des facteurs liés à l'environnement. Bref, il est très compliqué de se faire une idée précise en l'état actuel des recherches. À vous de voir si vous préférez accorder le bénéfice du doute ou vous ranger derrière le principe de précaution. Les végétaux, une vraie alternative? Pas de suspense, la réponse est oui. Quelques mises au point sont quand même nécessaires. Oui, mais pas pour tout le monde. En effet, les laits végétaux ne doivent jamais se substituer aux laits infantiles. Remplacer le lait chez les bébés, c'est les exposer à des complications nutritionnelles extrêmement graves. La composition des laits végétaux n'est pas adaptée à leur alimentation. L'allaitement reste la meilleure solution. En l'absence,
il faut utiliser les préparations infantiles du commerce, les premiers âges, de la naissance à 4 à 6 mois. Les deuxièmes âges, de 4 à 6 mois à octobre 2012 mois. De 10 mois à 3 ans, le lait de croissance sera d'ailleurs préféré au lait de vache. Seules les préparations à base de riz ou de protéines de soja premier ou deuxième âge vendues en pharmacie est destinées à des enfants présentant certaines pathologies, allergie aux protéines de lait de vache, intolérance au lactose, etc., sont sans risque et peuvent être conseillés par des professionnels de santé. Dans une récente publication scientifique astérisque, le professeur Patrick Tougnan, gastro-entérologue pédiatrique, met en garde. La consommation de lait végétaux par les nourrissons entraîne des complications nutritionnelles, parfois très sévères, justifiant souvent une hospitalisation. Les carences en protéines, fer, calcium, zinc et vitamines D et K ont été les plus fréquemment rapportées. Dans les cas extrêmes, ces complications peuvent conduire au décès de l'enfant. Calcium et ostéoporose, le mirage des industriels. Remplacer le lait par des boissons végétales est le meilleur moyen de manquer de calcium et de souffrir d'ostéoporose, nous assène l'industrie du lait, à grand renfort de slogans entêtants. Argument infondé. L'ostéoporose n'est pas une pathologie liée à un manque de calcium, mais bien à des phénomènes pro-inflammatoires chroniques. Or, le lait est connu pour favoriser cette inflammation, surtout si vous avez tendance à en abuser. En effet, le calcium lui-même contient de l'acide phosphorique qui a un effet acidifiant. Pour combattre l'acidité, l'organisme a une méthode très simple qu'on appelle l'effet tampon. Il utilise les minéraux à sa disposition, ceux des os notamment, afin de rétablir un milieu plus alcalin. Résultat, l'excès de lait aurait plutôt tendance à déminéraliser l'organisme et à fragiliser le système osseux. On ne le dit pas assez, mais pour un bon apport en calcium, il suffit de vous tourner vers le règne végétal. Les algues, environ 1000 mg pour 100 g, l'ortie, 713 mg, les amandes, 250 mg, les poireaux, 250 mg, le chou frisé, 185 mg. Les noix et les noisettes, 175 mg, les épinards, 140 mg, le cresson, 100 mg, ou encore les pois chiches,
90 mg, sont ici de précieux alliés. Pour rappel, 100 g de lait de vache contiennent 120 mg de calcium et l'ANS recommande un apport journalier de 800 mg.